Avertissement, le manga dont il va être question aujourd'hui contient des éléments qui ne sont pas adaptés à toutes les sensibilités. Je vous laisse consulter la liste des content warnings et estimer si vous pouvez aller plus loin ou pas. Ceci étant dit, bonne vidéo. Salutations Fury et non Fury. Il est des séries qui vous marquent à vie. Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon, One Piece, Hunter x Hunter, parce qu'elles vous ont coupé le souffle, ont partagé des leçons de vie ou vous ont laissé des sentiments impérissables. Dans mon cas, celle qui continue de me hanter encore aujourd'hui et alimente ma passion pour les mangas est Shaman King. Une de ces fictions qui a modestement commencé par un concept fort et s'est complexifiée à un point où faire une manga analyse devient un exercice assez compliqué. Pourtant, comme Yo ayant affronté l'inexorable AO, je me dois de faire face à l'exercice et de vous partager ce qui m'a marqué dans cette expérience de lecture. Et si je dois me retrouver face à des complications, ça va aller, je trouverai une solution. Le Shaman Fight va commencer. Entourez-vous de vos meilleurs fantômes gardiens et affûtez vos Oversoul, car il y a un ennemi contre lequel on ne peut pas se permettre de perdre, mais face auquel on va perdre. Cette vidéo, du fait de sa longueur, va mettre votre esprit à l'épreuve. N'hésitez donc pas à faire des pauses, mais surtout à vous abonner et activer la cloche de l'oracle, ça vous évitera de louper votre prochaine épreuve de qualification. Shaman King est un monstre sacré, et un sacré bazar en termes d'édition. Donc, petite mise en garde. L'histoire suit un fil rouge, un tournoi entre chamans, le Shaman Fight, pour en élire le roi, le Shaman King. Mais à côté, l'auteur introduit au fur et à mesure des enjeux qui y sont liés et des éléments d'univers. On avance de découverte en retournement de situation avec souvent des déviations du fil rouge, qui développent énormément les personnages et introduisent de nouvelles choses à prendre en compte. En disant cela, je dois donner l'impression que la série a été écrite de manière à retourner le cerveau, mais en vrai, on avance dans la lecture avec une certaine aisance. C'est analyser Shaman King pour vous de manière synthétique et efficace qui devient compliqué. C'est même plus ardu que ça ne l'était pour Beastars alors que cette série a une construction bien plus brouillonne. Take-Sensei avoue lui-même avoir pour seuls atouts la création de concepts forts d'univers et de personnages attrayants. D'autres youtubeurs sur les travaux desquels je me suis en partie appuyé pour compléter ma vision de Shaman King ont abordé des éléments de la série chacun de leur côté, que ce soit pour de l'analyse de personnages, des explications du système de pouvoir ou d'autres choses encore. Merci à eux de me faire comprendre que je ne suis pas un obscur fan planqué dans un coin de la toile à psalmodier une prière à Shaman King comme un fou dérangé. Je vous mets des liens de leurs vidéos en description, celles en français comme en anglais. Maintenant, avant d'attaquer l'analyse de la série à proprement parler, parlons du parcours de son auteur, Hiroyuki Takei. Quand il s'est lancé sur le marché du travail en 1992, Hiroyuki Takei était devenu papa à 20 ans et avait besoin d'un emploi stable pour mettre le riz sur la table. Il est donc devenu assistant dans l'industrie du manga, travaillant pour Tamakishi Sakura, à qui on doit les adaptations en comics de Super Mario, et pour Nobuhiro Watsuki, connu pour Kenshin le Vagabond. Alors, avant que certains viewers ne se jettent frénétiquement dans les commentaires, oui, je sais que Nobuhiro Watsuki a été condamné pour possession de vidéos très problématiques. Et non, je ne m'étendrai pas dessus parce que ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description de sa page wiki, maintenant reprenons. C'est dans l'atelier de ce dernier que Takei fera la connaissance d'un autre futur mangaka, Eiichiro Oda. Il gagna le prix Tezuka avec son histoire Analitako en 1994. Il aurait été possible que cette histoire courte devienne une série pour le Jump, mais comme un autre manga sur une Etako allait être sérialisé, Takei Sensei a dû ranger ce projet dans les cartons. Gardez Anna dans un coin de votre tête pour le moment, on en reparlera. Il se lança à la place dans une série sur les Bouddhas, Butsu Zone, l'histoire de Senju, un garçon envoyé par Bodhisattva Kanan, dieu du pardon en personne, pour protéger Sashi, une fille qui serait la réincarnation de Bouddha. La série durera le temps de faire 3 tomes, une performance honorable pour une première sérialisation. Gardez Sashi dans un coin de votre tête, on en reparlera également. Plus tard, comme dans un flash comme il le dira lui-même, Takei Sensei a eu l'idée pour sa prochaine série, et c'est alors que la sérialisation de Shaman King commence enfin. Et ça part plutôt mal, pas à cause de l'histoire mais des conditions d'édition. Shaman King a commencé à être prépublié le 30 juin 1998 dans le Jump,
soit dans la même période et sur le même magazine que One Piece, Hunter x Hunter et plus tard Naruto, ainsi que Bleach quelques années après, qui partagent quelques codes avec le manga de Take Sensei. Bref, l'auteur et sa série sont cernés de toutes parts par des adversaires redoutables. L'aventure a duré 6 ans avant de s'arrêter brusquement le 30 août 2004. Et ce, avant que Take Sensei n'ait pu lui donner la conclusion qu'il espérait. De l'aveu du mangaka, c'était dû à un état de fatigue personnel, entre autres dû à l'inclusion d'éléments shonen classiques dans sa série. Bref, le manga prenait une tournure qui ne lui plaisait pas, il avait du mal à y consacrer de l'énergie, donc il a préféré faire une pause. Et espérer finir son histoire plus tard. Espérer. Et malgré la fin ouverte qui permettait de comprendre où l'auteur voulait en venir, ça a été une déception pour tout le monde. Le mangaka, les lecteurs, peut-être certains éditeurs aussi, mais la roue tourne et il faut que l'industrie du manga continue son implacable révolution. La série s'est donc arrêtée au bout de 32 tomes, ce qui est une performance plus qu'honorable. Quant au projet de finir cette histoire dans un futur proche... Après Shaman King, Hiroyuki Take a décidé de prendre un repos d'1 an avant d'entamer une nouvelle série, Jump-Ore, qui s'arrêta après 2 tomes seulement. Il commença alors une collaboration avec Stan Lee sur une autre série. Oui, j'ai bien dit Stan Lee, The Stan Lee. Ensemble, ils réalisèrent une suite à Jump-Ore, commercialisée en 12 tomes, Ultimo. Et puis une bonne nouvelle est arrivée, Take Sensei a été recontacté par le Jump pour enfin donner à Shaman King la fin qu'il avait tant rêvé de lui donner. Bon, en vrai, c'est plutôt Kodansha qui a recontacté Hiroyuki Take, parce qu'ils ont racheté les droits sur la série. La dite fin comprend une vingtaine de chapitres inédits, certains passages font un peu rusher, mais d'autres passages font vraiment... Touch me, Sheriff. I brought my attack dog with a built-in force field. Well, I brought my dinosaur, police force field dog. Mais c'est la fin que tout le monde attendait. Et avec cette conclusion, disponible via la réédition de la série, toute la fanbase était contente. Toute ? Non. Quelque part en France, un public n'a pas reçu cette réédition tant attendue. Et ça, c'est la faute de Kana, qui a perdu pour un temps les droits de diffusion de la série, pendant justement l'édition de ce Shaman King Kang Zen Bang. Ah oui, c'est le nom officiel, avant de les récupérer juste à temps pour commercialiser la Perfect Edition. On a évité le pire. Vous l'avez compris, l'histoire de l'édition de cette série est un peu chaotique, mais c'est enfin terminé. Jusqu'à l'arrivée de séries spin-off et suite après fin ouverte. Shaman King Flower, Shaman King Superstar qui fait suite à Flower parce qu'elle a été interrompue. Entre les deux, on aura vu Nekogahara, Shaman King Zero, Shaman King Red Crimson, Shaman King Faust le roman, Shaman King Marcos. Et on me dit dans l'oreillette qu'un spin-off sur l'équipe Anagumi est en préparation. Comme il y a beaucoup à dire sur la série mère, on n'aura pas le temps de s'étendre sur ces rejetons. Revenons-en donc à cette Perfect Edition et ce qu'elle apporte par rapport à la première version. Déjà, toutes les couvertures ont été redessinées, à l'identique de celle de la publication initiale mais dans le style plus récent du mangaka. Ensuite, certaines cases ont été redessinées pour les moderniser un peu, mais sans faire complètement tâche. On a 2 chapitres inédits qui comblent une ellipse, qui s'était montrée très gênante à l'époque. L'auteur devait sentir approcher la fin prématurée de sa série et voulait peut-être gagner 2 chapitres d'avance, plus les 12 derniers chapitres de la série. La traduction a été refaite, en mieux, donnant plus de sens à certains passages. Et surtout, il y a plusieurs chapitres bonus. King Caspatus 3 pattes à Yamata no Orochi, et dont certains sont casés en plein milieu des tomes, avec le style graphique qui fait suite à Ultimo. Ce qui casse le rythme de lecture si, comme moi, vous enchaînez les chapitres comme des sushis dans un restaurant à volonté. Le fait qu'ils soient casés ainsi, au milieu et à la fin, s'explique sans doute parce que les tomes de la Perfect Edition sont le regroupement de 2 tomes de la toute première édition, et dont une partie des bonus ont été conservés. Cependant, il n'était pas impossible de mettre tous ces chapitres hors intrigue à la fin des tomes. On aura bien quelques compensations, comme l'intégration de l'histoire originale d'Analitako, dont on se serait juste passé de garder aussi les croix gammées sur le bandana, comme dans Shaman King, et quelques planches de préparation de Butsu Zone. Mais également un chapitre qui insère remarquablement bien Sashi, renommé Sati, dans Shaman King. Mais aussi parce qu'il ne restait plus beaucoup de place disponible, l'histoire originale Exotica, une sorte d'initial D
mais sur le périph' de Tokyo avec des voitures de luxe, a été retiré des bonus par rapport à la première édition. À la place, on a accès aux premières planches de Shaman King Flower, la suite directe à Shaman King, qui suit les aventures de Hana, le fils de Yo et Danna, qui se révèle moins intéressant que son père. Le pitch, basé sur un nouveau tournoi sorti de nulle part pour départager les anciens Shaman King et le nouveau roi, ne m'a pas accroché pour acheter les tomes, ni même pour zioter l'adaptation sur Netflix. Red Crimson s'est bien mieux débrouillé pour me faire cracher mon argent, parce que Juni et Pyron, eux au moins, on les connaît déjà de la série mère. Pour en revenir au Shaman King originel, est-ce que la série vaut le coup de s'y attarder et de la chercher dans les occasions? Je dirais oui. Pour vous en convaincre, place maintenant aux deux versions du pitch. Oui, une version pour le début du premier chapitre et une version pour le moment où la série a révélé son élément d'intrigue le plus important. Un soir de l'an 1998, le collégien à la verticalité contrariée Manta Oyamada se précipite pour attraper le dernier train après les cours du soir. Il décide de couper à travers le cimetière de Fumbari et croise un étrange ado au casque orange, Yo, assis au milieu des tombes à contempler le ciel. Alors que ce dernier invite Manta à regarder les étoiles avec lui, il voit pour la première fois des fantômes, avec qui le mystérieux ado fait ami-ami. Effrayé, Manta en parle le lendemain en classe, mais devient instantanément le centre des colibés. Et l'arrivée de Yo, nouvel élève, n'arrange rien, puisqu'il nie publiquement l'existence des fantômes. Ce n'est que plus tard qu'il s'excusera auprès de Manta en lui expliquant qu'il est un chaman, un messager entre les vivants et les âmes des défunts. Manta, voulant en savoir plus, se fera brutaliser par des délinquants squattant dans le cimetière. Et c'est Yo qui se décidera à le venger, invoquant l'âme d'un samouraï de sinistre réputation, Amidamaru. Oui, Yo a le pouvoir de se faire posséder par les fantômes et profiter de leurs compétences, ainsi que de venir en aide aux âmes tourmentées. 12 mai 1985. Ao Asakura, l'âme damnée du clan de chaman Asakura, qui a tenté d'anéantir l'humanité à 2 reprises, s'apprête à renaître une 3e fois. Yome, actuel chef du clan, ulcéré qu'il renaisse par le ventre de sa propre fille, se résout à le tuer lors de l'accouchement. Cependant, Kaiko doit donner naissance à des jumeaux. Yome se résout donc, le cœur lourd, à tuer les 2 enfants. Mais Ao renaît le premier et appelle son esprit gardien, Spirit of Fire, pour vaincre ses aînés et s'enfuir. Avant de disparaître, il leur demande de bien s'occuper de son frère, espérant qu'il le rejoindra à l'avenir dans son projet. Yo se verra dédier la tâche d'arrêter à son tour son ancêtre maudit, en s'inscrivant au Shaman Fight. Mais son frère a 1000 ans d'entraînement et de renforcement aux enfers. Yo pourra-t-il arrêter le diable personnifié? Ce deuxième résumé fonctionne parfaitement pour la série sur Netflix, parce qu'elle commence avec cet événement. Dans le manga, même Yo jusqu'à pratiquement la moitié de la série ignore avoir un frère jumeau, même s'il est intrigué de rencontrer un adversaire lui ressembler autant. Mais c'est bien Ao qui, après la première phase du Shaman Fight, deviendra l'antagoniste autour duquel se construit la série. Shaman King prend place dans notre monde, si ce n'est quelques éléments un peu retravaillés comme l'identité de la réincarnation de Bouddha, mais c'est bien notre monde au tournant du 21e siècle. Il y a de très nombreuses références qui y sont faites, le quartier de Saitama à Tokyo, le mont Saint-Michel, Londres, la route 66, Machu Picchu. Cependant, il existe dans cette série une communauté douée de pouvoir qui peut voir les âmes et interagir avec elles. Quand je dis minorité, notez bien que je ne parle pas de minorité ethnique. N'importe qui autour du globe peut se découvrir chaman par hasard, mais il semble qu'un facteur familial favorise l'éveil à ce don. Des familles font même des mariages arrangés pour s'assurer que leur pouvoir ne s'amenuise pas avec les générations. Les chamans, figures essentielles de nombreuses traditions, ont inspiré des légendes et pratiques spirituelles dans différentes cultures. Ainsi, avec la même base de pouvoir, voir et interagir avec les esprits, il y a des différences dans la façon de les utiliser en fonction de la culture locale du chaman. Et même au sein d'une région, il peut coexister plusieurs disciplines. La famille de Yo comprend 4 autres chamans qui ont des façons différentes de pratiquer leur art. Cependant, l'auteur n'hésite pas à ranger dans la grosse boîte chaman tout un tas d'autres disciplines mystiques. Sorcellerie, magie vaudou, guérisseur, nécromancie, radiesthésie.
Prenons l'exemple du vampirisme qui se base sur de la manipulation du sang et de la possession par un fantôme. Tout cela est cohérent grâce au système de pouvoir mis en place par le mangaka et de comment les âmes auront changé depuis leur décès et leurs errances. Il est facile d'extrapoler sur tout et n'importe quoi. On a par exemple une référence au conte de la Belle au bois dormant pour parler d'une technique de guérison impliquant un baiser. Ou encore comment un objet peut se retrouver doté d'une âme, ou comment un esprit peut oublier son apparence originelle et en changer au fil des ans, voire des siècles. Le mangaka s'est principalement inspiré de la culture des yokai et de la religion au sens large. Pour faire son lien, l'auteur a dû penser à un système de pouvoir comme le nen dans Hunter x Hunter. Il va donc falloir expliquer les règles spéciales de l'univers de Shaman King. Déjà, les esprits. Tout être vivant, à sa mort, laisse derrière lui une âme. Normalement, une âme en paix se retrouve appelée par l'au-delà ou Great Spirit, le rassemblement de toutes les âmes ayant arpenté la Terre si ce n'est l'univers. Leurs souvenirs et donc leurs connaissances y sont conservés. Et une fois qu'elle a fini son cycle dans le Great Spirit, l'âme peut se réincarner sur Terre via une nouvelle naissance. Le Great Spirit, le rassemblement de toutes ces âmes et de leurs connaissances, est organisé en communautés vers lesquelles les âmes sont automatiquement attirées, comme des souvenirs de leur ancienne vie, ou les enfers conformes aux croyances des défunts, pleins de regrets pour leurs crimes commis. Si elle n'a pas rejoint le Great Spirit, plus une âme passe de temps à errer, plus elle a de chances d'oublier son apparence d'origine. Il est toujours possible qu'elle s'en rappelle ultérieurement, mais pour garder l'apparence qu'elle avait de son vivant, il lui faut se concentrer suffisamment sur la raison pour laquelle elle reste sur Terre. Prenons l'exemple d'Amidamaru, qui a attendu 600 ans dans le même cimetière l'arrivée de son ami Mosuke, avec qui ils se sont donné rendez-vous. C'est le fait de s'accrocher à sa promesse qui lui a permis de garder une apparence proche de celle de son vivant. Bien sûr, ça n'empêche pas les fantômes de prendre une apparence alternative sous la forme d'un feu follet auquel sont rattachés quelques éléments de leur design. Le chaman, quant à lui, est un être humain vivant qui peut communiquer avec les âmes des défunts. Les animaux et les humains normaux peuvent aussi les percevoir. La seule règle, plutôt vague, est que seules de bonnes personnes qui croient aux esprits peuvent les voir. Le chaman se distingue par sa capacité à agir sur eux. Le premier type de pouvoir que l'on voit se manifester, c'est la possession ou fusion Yoi. Pour affronter Ryu, plus grand et fort que lui, Yo se laisse posséder par Amidamaru et lui sert de corps de substitution pour se battre. C'était déjà le pouvoir d'Anna dans son one-shot. Mais pour le gag, Anna subissait toujours le contre-coup de se faire posséder, comme en ayant le mal des transports ou en finissant pleine de courbatures. Un seul gag dans ce sens est à relever dans Shaman King. Les premiers chapitres permettent de se familiariser avec cette possession et montrent ce que Yo peut en faire. Mais très vite, on a droit à des affrontements avec d'autres chamans, et un esprit errant malfaisant qui possède Ryu, ce qui permet d'aller au bout des possibilités de la fusion Yoi. À côté, Anna nous introduit à l'utilisation des sorts et des prières qui mettent les âmes en condition, des chamans comme des morts. Par la suite, il faut que la série aille plus loin pour ne pas voir son édition être annulée. Il y a des mastodontes en concurrence pour le vote des lecteurs. Pour s'aligner sur la concurrence, il faut présenter une nouvelle façon d'utiliser les pouvoirs d'un chaman. Donc il faut créer un système de pouvoir. C'est à cela que sert l'introduction de l'organisateur du tournoi Silva. Montrer qu'il y a une autre façon d'utiliser un esprit et qu'il y a des connaissances à développer avec. Ce système de pouvoir n'a pas de nom à proprement parler. On va juste l'appeler le système de pouvoir du chaman. Il est plurifactoriel et nécessite plusieurs éléments. Physiquement, il faut un chaman, un ou plusieurs fantômes et un ou plusieurs objets qui vont devoir abriter ceux ou ces esprits. C'est comme une possession mais dans un objet. Or, un fantôme ne peut pas vraiment posséder un objet. Il peut se ranger dans une tablette funéraire, mais il manque quelque chose pour que l'esprit se manifeste physiquement, si j'ose dire. Il serait plus exact de dire pour que le fantôme ait un impact sur la réalité. Ce quelque chose, c'est le Furyoku, le pouvoir propre du chaman. En version américaine, Furyoku a été avantageusement traduit par mana, comme dans les jeux d'Heroic Fantasy, le fameux réservoir à magie pour lancer des sorts. Le Furyoku donc, c'est ce pouvoir quantifiable et mesurable qu'un chaman insuffle à la possession de l'objet par le fantôme. En temps normal, la quantité de Furyoku dont dispose le chaman est fixe et n'évolue pas ou peu. Pour augmenter sa quantité maximum, il faut se soumettre à différentes épreuves dangereuses. Mais globalement, le seul vrai moyen de l'augmenter, c'est de frôler la mort. Ou de ressusciter après s'être entraîné en enfer, pour peu que le corps ne soit pas trop abîmé, ou que le chaman se réincarne comme Ao.
Le fantôme, de son côté, a aussi un pouvoir quantifiable, le Reryoku, ou pouvoir du néant, et la combinaison de tous ces éléments, Furyoku, Reryoku et objet, donne une version physique, si je puis dire, de l'influence du fantôme sur la réalité, l'Oversoul. Cependant, ces deux réserves de pouvoir, Furyoku et Reryoku, manifestées à travers l'Oversoul, ne sont pas forcément équilibrées. Plus un esprit est puissant, plus son impact à travers l'Oversoul sera puissant. A l'inverse, un esprit avec un Reryoku moindre aboutira à un Oversoul et à des attaques de moindre puissance, que le chaman devra compenser. Mais pour contrôler un esprit avec un fort Reryoku, il faut que le chaman ait une quantité de Furyoku suffisante, ou il risque de perdre le contrôle et d'y laisser sa vie. De plus, plus un chaman met de Furyoku dans un Oversoul, plus la destruction de l'Oversoul par un chaman adverse a de risques de lui faire perdre connaissance, de blesser son âme, voire de la détruire. Furyoku et Reryoku sont mesurables via un objet, la cloche de l'oracle, qui est aussi la preuve d'une admission dans le Shaman Fight. Pour compléter le tout, il y a un dernier élément à prendre en compte, c'est l'âme du chaman, reflétée par sa confiance en soi. Plus son âme est déterminée, plus l'impact de ses attaques sera implacable. Une âme qui doute ne pourra pas produire des sorts ou des attaques aussi impactantes. La confiance en soi est donc un facteur clé dans la série. Mais une âme ne ressort pas forcément indemne de ces affrontements. Tuer quelqu'un va automatiquement laisser sa marque sur une âme. Donc, toute expérience confrontant le chaman au crime qu'il a commis va se retourner contre lui tôt ou tard, surtout si quelqu'un tente de venger sa victime. C'est là tout l'intérêt du Shaman Fight. Faire s'affronter des chamans de tous horizons et élire celui dont l'âme sera la plus puissante pour faire corps avec le Great Spirit et guider le monde vers un avenir meilleur. Enfin, dans la fiction et à l'époque de l'édition, n'est-ce pas ? Récapitulons. Le chaman utilise du Furyoku pour introduire un fantôme, chargé en Reryoku, dans un objet pour créer un Oversoul. Pour créer des sorts ou des attaques puissantes, il faut un fantôme avec un énorme Reryoku, un objet qui a un rapport maximum avec le ou les fantômes, beaucoup de Furyoku pour créer et contrôler l'Oversoul, et que le chaman ait une âme forte pour consolider l'Oversoul et les attaques qui en résultent. C'est autour de toutes ces considérations que se jouent les affrontements à partir du moment où le Shaman Fight commence, et à chaque fois, la victoire ou la défaite sera dictée par la façon dont les combattants vont jongler avec ces différents paramètres. Très peu d'autres éléments vont s'ajouter à cette base, comme le fait qu'un Oversoul ne produise pas d'ombre, ce qui implique de ruser ou contre-ruser, ou que la tenue que porte un chaman peut avoir un impact sur son état d'esprit lors d'un combat. Et bien sûr, quand cette information est révélée, c'est pour le premier duel entre Marco et Lucky, qui arrive tardivement. Mais on ne va pas bouder ce petit plaisir de voir s'affronter un daddy musclé avec pantalon en cuir et eau de toilette pour homme, et un twink à lunettes avec sa chemise ouverte et son petit short de cuir. À côté de ce système de pouvoir générique, chaque type de chaman a ses spécificités. Les Itako comme Anna peuvent invoquer des esprits depuis l'au-delà ou les y envoyer. Les nécromanciens se spécialisent dans le maniement des os et peuvent créer des oversouls de chair et de sang. Les doshi contrôlent à l'aide de parchemins des cadavres appelés kyonshi, qu'ils peuvent customiser avec des greffes. Les onmyoji peuvent créer des oversouls permanents qui s'auto-alimentent eux-mêmes en Furyoku. On peut stocker du Furyoku dans un objet, comme on le voit avec le golem. Les paches s'auto-conditionnent avec une chanson diffusée en boucle pour se renforcer considérablement. Et Ao, considéré comme le plus grand onmyoji de tous les temps, a créé un ensemble de sorts réunis dans une discipline, le Shosen Shiryaketsu, comprenant des techniques de mouvement, d'attaque, de résurrection et de renforcement du chaman. Et je n'ai cité que des exemples. Vous comprenez qu'avec un champ des possibilités aussi vaste, on peut faire se manifester n'importe quel pouvoir tant que l'imagination puisse s'adapter aux quelques contraintes du système de pouvoir de la série. Maintenant que ça s'est vu, on va passer au prochain gros morceau. Un bon scénario implique de bons personnages, et la galerie de personnages de Shaman King ne cesse de s'étoffer tout au long de la série. Et même la mort ne les fait pas forcément disparaître du scénario, puisque pour tuer définitivement un personnage, façon de parler, il faut détruire son âme. On voit que c'est possible quand Ao donne des âmes en pâture à son Spirit of Fire. Il faut cependant attendre d'approcher de la fin de la série pour comprendre qu'il est possible de reconstituer une âme en rassemblant ses souvenirs et en ravivant sa volonté. Alors jusqu'au bout, aucun personnage n'est totalement laissé de côté, même dans le climax final.
Comme on n'aura pas le temps de tous les présenter en détail, on va se concentrer sur les personnages principaux et ceux qui y sont le plus directement rattachés. Initialement le narrateur de l'histoire, Manta est censé être une forme d'incarnation du lecteur japonais. C'est l'héritier de la première compagnie de technologie du Japon, la Oyamada Company. Il est donc sommé d'étudier pour devenir le digne successeur de son père, qui n'a jamais développé de relation père-fils saine. Et comme le reste de sa famille n'y redit rien, Manta n'a jamais vraiment aimé celle-ci. Et il n'a jamais pris le temps de se demander ce qu'il voulait faire de sa vie. Elle était toute tracée, sans aucune surprise ni vrai intérêt. Un rouage dans la société. Jusqu'au jour où il croise Yo et découvre l'existence des fantômes, se découvrant alors un vrai centre d'intérêt. Comme il ne connaît pas grand chose du monde des chamans et qu'il est souvent dépassé par les affrontements auxquels il assiste, surtout quand il y a des morts, il fait surtout partie du chœur antique que constituent les spectateurs et donne le plus souvent la réplique au coryphée. Il n'y a qu'une poignée de moments dans toute la série où il a un impact décisif sur le scénario. Yo est le personnage principal. Et pour un héros de shonen neketsu, on peut dire qu'il est franchement atypique, et que je n'ai pas souvenir d'en avoir vu un autre comme lui. On se serait attendu à un héros de neketsu au sang bouillonnant, mais c'est plutôt une caractéristique des autres chamans avec qui il devient ami, surtout Oro. Yo, au contraire, a une personnalité détachée. Il ne se prend presque jamais la tête. Il aime profiter du moment présent et écouter de la musique, il dort en cours, bref, ce n'est pas un foutre de guerre. Et s'il vise le titre de Shaman King, ce n'est pas pour se la péter d'avoir le pouvoir absolu de sauver le monde, c'est juste pour pouvoir se la couler douce et avoir enfin la vie pépère qu'il rêve d'avoir depuis tout petit. Et pour les examens, pas de problème, il a juste à se faire posséder par un fantôme qui a déjà tout révisé de son vivant. Parmi les personnages associés à une plante, Yo est automatiquement associé à la feuille de cannabis, ce qui va complètement avec son attitude détachée et zen de hippie. Et même, c'est cet état d'esprit qui constitue sa force principale. Mais comme Yo est quelqu'un qui a bon fond, il n'hésitera pas à se mettre en danger pour autrui, en particulier si c'est un ami ou Anna. Avant sa rencontre avec Manta, Yo, qui ne pouvait pas trop parler de ses pouvoirs ou de fantômes, était surnommé par ses camarades le fils du diable. Les chamans dans une population en pleine mondialisation sont fortement marginalisés. Le fantôme dont Yo s'est octroyé les services est Amidamaru, un samouraï défunt depuis 600 ans et qui faisait le pied de grue sur la colline de Fumbari, en attendant son ami forgeron Mosuke, qui lui avait promis de forger son meilleur sabre, le Harusame. Oui, ce sabre présenté dans Analita Koi dont l'histoire a été réécrite. Amidamaru donc est historiquement présenté comme un démon à cause de son habileté meurtrière au sabre et aux nombreux cadavres qu'il a engendrés le soir de sa mort. Amidamaru, touché par l'aide apportée par Yo, va accepter de lui servir de fantôme gardien. Il présente toutes les caractéristiques d'un sidekick de shonen. Il est fidèle, déterminé et il sert de confident à Yo. Et sa puissance va attirer les convoitises d'un autre chaman. Ren, du clan Tao, est l'héritier d'une riche dynastie de chamans chinois bannis dans l'arrière-pays, parce qu'ils ont été trahis par une autre famille de chamans. L'histoire et la possible fin de cette haine entre familles est l'objet du spin-off Red Crimson. Ren, qui a toujours vécu entouré de cadavres entretenus par sa famille de Doshi, s'est laissé enfermer dans un cercle de haine par son propre père. Porté par la négativité de ce dernier, Ren n'avait que mépris pour autrui et n'aurait pas hésité à tuer. C'est d'ailleurs ce qui se passera avec Chrome, un des organisateurs du Shaman Fight. Il faudra qu'il se retrouve confronté 2 fois à Yo pour apprivoiser cette noirceur et la canaliser, avant de finalement régler ses comptes avec son père et prendre un nouveau départ. Malgré ses premiers travers, Ren a bon fond, et c'est parce qu'il a connu la haine et en quoi elle est mauvaise conseillère qu'il est décidé à devenir Shaman King afin de créer un monde sans haine. En revanche, il ne se départira jamais de sa fierté à toute épreuve. Quand on vient à son secours, la première chose qu'il a tendance à dire, c'est qu'il ne se souvient pas avoir demandé de l'aide. Il ne l'avouera jamais par des mots, mais il finit par devenir un excellent ami de Yo. Mais la mort de Chrome, il en fera les frais. Notamment face au frère de ce dernier, l'organisateur Nichrome. Le fantôme de Ren s'appelle Bazon, un guerrier hautement talentueux qui est d'une fidélité à toute épreuve. Je crois que sa propre backstory est censée faire écho au légendaire Lubu, notamment avec ses talents de cavalier invaincu sur le champ de bataille. Sinon, Ren a une grande sœur, Jun. Elle est une doshi, souvent traduite non-guerrière. Sa spécialité est donc de manipuler un cadavre kyonshi à l'aide de sorts calligraphiés sur des parchemins.
elle n'intervient sérieusement qu'en tant qu'aide de camp. D'abord pour tenter de voler Amidamaru pour le compte de Ren, puis contre son père aux côtés de Yo et Ren, et enfin vers la fin du manga en maîtrisant le sort de résurrection de Ao. Son fantôme est celui du sosie de Bruce Lee, Pyron Lee. Un adepte du kung-fu qui a fondé son propre style de combat, c'est toujours une valeur sûre dans un combat. Fait intéressant, Jun et Pyron sont les premiers ennemis que Yo tente non pas de vaincre, mais de sauver. D'abord en sauvant Pyron du contrôle de Jun, puis en sauvant Jun de la colère de Pyron qui a tout perdu à cause des Tao. C'est aussi au cours de ce combat qu'Anna fait enfin une démonstration de son propre pouvoir. Parlons enfin d'Anna Litako. Comme elle n'est plus le personnage principal, elle a été fortement réécrite. Anna fait peur. Elle a la gifle facile, la réplique cinglante, une assurance à faire trembler les puissants de ce monde et une gestion du budget impitoyable. Yo avouera que les rares fois où ils se sont rencontrés avant son arrivée dans le manga, elle l'a fait pleurer. En plus de cela, Anna est intelligente et elle sait se montrer très compétente face à certaines situations tendues. Comme quand elle maîtrise et soumet les Shikigami, Zenki et Goki en un instant, tout en apprenant les sorts de contrôle à la volée. Bien sûr, elle n'a pas tout le temps le dernier mot. Il arrive que Yo lui impose une décision quand il juge qu'elle va trop loin. Et de plus en plus, elle le laisse faire, se contentant de dire qu'elle lui fait confiance. Cela suffit pour comprendre que leur relation n'est pas totalement déséquilibrée. Car oui, ils sont en couple. La famille de Yo a arrangé leur fiançailles. Pour bien comprendre leur relation, il faut lire les chapitres de flashback lors de leur rencontre au mont Osorezan. Anna est une fille qui a été abandonnée par ses parents parce qu'ils étaient effrayés par son pouvoir de voir les fantômes. Elle a été recueillie par la grand-mère de Yo et initiée comme Itako par celle-ci. Mais le traumatisme de son abandon s'était déjà mué en un pouvoir qui n'a fait qu'alimenter ses émotions les plus sombres. Anna, comme l'antagoniste Ao, avait acquis le pouvoir de lire dans les pensées. Et chaque fois qu'elle sortait, les pensées des gens alimentaient ses idées noires, lui faisant invoquer des esprits démoniaques sur lesquels elle n'avait aucun contrôle. Elle préférait donc s'enfermer dans sa chambre le plus souvent possible. Et un jour, Yo a débarqué dans sa vie. Et pour la première fois, quelqu'un avait bravé sa peur d'elle pour lui venir en aide. Et pour la première fois, elle avait pu bannir un de ses démons. En fait, la dureté et l'impitoyabilité d'Anna sont un masque qui lui permettent de cacher ses failles. Yo l'a acceptée tout entière et s'est dit prêt à l'aider, quitte à devenir Shaman King pour y parvenir. Après un dernier sauvetage sur le mont Osorezan face au grand démon qui hantait Anna, elle a fini par tomber amoureuse de Yo. Ce qui a suffi à affaiblir le dit démon pour le vaincre. L'âme du chaman est déterminante dans un combat. Et a perdu son pouvoir de lire les pensées par la même occasion. C'est donc bien par amour et pour être sûr que Yo tiendra sa promesse qu'elle se montre aussi déterminée lorsqu'elle entraîne son fiancé. Mais honnêtement, ces entraînements font vraiment peur. En plus, pour le gag, Anna n'aime pas faire les tâches ménagères et se débrouillera toujours pour déléguer à une bonne poire. Bref, avec une amie pareille, plus besoin d'ennemis. Bon, cependant, après avoir parlé de Jun et Anna, je dois ouvrir une parenthèse pour déplorer un truc. Les personnages féminins restent des personnages secondaires. Malgré la toute-puissance de certaines d'entre elles, il n'y a qu'Anna qui, de toute la saga, fout sa tannée au grand méchant lors d'un combat. Shaman King est un shonen édité dans le Jump, à une époque où on préférait donner le premier rôle aux hommes. Ce serait dommage pour ces pauvres petits anomales de ne pas pouvoir s'identifier à un personnage fort si ce personnage est une femme. Petit, le personnage auquel j'arrivais le mieux à m'identifier, c'était Tsukino Usagi dans Sailor Moon parce qu'elle au moins, elle avait les mêmes défauts que moi. Bref, dans Shaman King, les personnages féminins ont tendance à jouer des rôles de soutien, même si elles ne sont jamais rabaissées en tant que personnages. Fin de la parenthèse. La dernière chose qui caractérise Anna est qu'elle rêve d'ouvrir un onsen sur la colline de Fumbari. Elle va jusqu'à se servir de Yo et de ses coéquipiers du Shaman Fight comme support publicitaire, leur équipe s'appelant Fumbari Onsen. Oui, puisqu'on en parle, après le premier tiers de la série, les chamans pour la seconde phase du tournoi doivent faire des équipes de 3. Et ça fait bizarre dans une série sur la compétition de passer d'un affrontement en 1 contre 1 à des matchs d'équipe en 3 contre 3. Si on avait expliqué que c'était une façon d'accélérer les sélections
ou pour éliminer les chamans indifférents aux autres, ça se comprendrait. Mais aucune justification n'est fournie. En tout cas, mon listing va devoir s'allonger un peu. Aux côtés de Yo se tiendront Ryu et Faust 8. Bokuto no Ryu est le délinquant qui a molesté Manta au début du manga. Et pendant le premier tiers de la série, ce sera un comic relief. C'est un délinquant qui déteste le lycée et adore sa coupe banane, qui subira tous les prétextes possibles pour finir tailladé. Mais malgré ce côté cartoonesque, Ryu est un type bien, qui réunit dans sa bande des laissés pour compte de la société, et qui cherche avec eux ce qu'il appelle le best place, un élément central de sa philosophie de marginal. Le best place, c'est un endroit où l'on se sent bien, avec les gens avec qui on se sent bien, quitte à aider les autres à trouver un appart ou un travail avant d'accomplir son propre objectif. Et pour montrer qu'il a évolué, c'est lui qui viendra au secours de Manta quand celui-ci sera dans le besoin. Ryu se découvre être un chaman en étant possédé par Tokajiro, le fantôme d'un brigand tué par Amidamaru et qui projetait de se venger du samouraï. Comme cet esprit est aussi un laissé pour compte, Ryu lui proposera plus tard de devenir son fantôme gardien. Et c'est sous la coupe du grand-père de Yo qu'il va commencer son initiation. Pour gagner sa cloche de l'oracle et sa place au Shaman Fight, en un temps bien trop court si on réfléchit un peu à la chronologie du tournoi. Take-sensei ou les fans de la série devaient vraiment l'apprécier pour le réinsérer avec autant de forcing. La principale caractéristique de Ryu, c'est sa persévérance. C'est grâce à elle qu'il fera preuve d'une telle ténacité dans son initiation et qu'il parviendra à récupérer un nouveau réceptacle pour son fantôme, le sabre de bois Susanoo, du même nom que l'épée légendaire qui a abattu le démon Yamatano Orochi dans le folklore japonais. Grâce à lui, Ryu peut altérer l'apparence de son Oversoul pour lui donner les caractéristiques du démon. Outre les cheveux de serpent de Tokajiro, Ryu pourra invoquer un Oversoul ressemblant à une hydre à moteur cylindré. Oui, parce que l'Oversoul est influencé par le chaman et ce qu'il a vécu. Des balades à moto, ça laisse des traces. Et comme il touche à billes en cuisine, il envisage de finir cuistot. Anna lui réserve donc une place au Fumbari Onsen en tant que cuisinier, spécialité sashimi. La dernière chose à dire sur lui, c'est qu'il a un goût un peu suspect pour les filles mignonnes, pas toujours majeures, et même les autres personnages le taclent à l'occasion à ce sujet. L'autre allié de Yo a très mal commencé sa relation avec lui. Johann Faust, 8e du nom, ou Faust 8 pour les intimes, est le descendant du célèbre chercheur allemand, qui s'était vanté d'avoir vendu son âme au diable pour la connaissance infinie. Dans la série, cet ancêtre avait participé au précédent Shaman Fight et y a perdu la vie. Faust n'aurait jamais dû devenir chaman à son tour. Et il a l'histoire la plus tragique et glauque de l'équipe. Enfermé dans ses études de médecine par sa famille, le petit Faust n'avait pas d'amis et seule une jolie jeune fille lui montrait de l'intérêt. Elisa. Apprenant qu'elle était atteinte d'une maladie incurable, Faust s'est donc résolu de la guérir et découvrir un remède pour elle. Elle devint infirmière, ils se marièrent, ils eurent un chien et ils ouvrirent une clinique sur une petite colline près d'un lac. Mais cette idylle fut brutalement interrompue par un cambrioleur, surpris par Elisa. Incapable de la sauver par la médecine traditionnelle, mais refusant l'évidence, il sombra dans la folie et chercha désespérément un moyen de la ramener à la vie. Il s'est donc initié à la nécromancie et se lança dans le Shaman Fight. Conscient qu'il devait affronter des adversaires bien plus forts, Faust devait ruser pour gagner. C'est ainsi que, pour remporter son match qualificatif contre Yo, il décida de lui faire perdre ses moyens, disséquant vivant Manta devant lui. Fou de rage, Yo n'avait pas compris qu'il brûlait inutilement du Foyoku quand Faust se contentait d'en user le strict minimum, avant même que ne commence officiellement leur match. Et si vous croyez qu'il ne peut rien faire de plus horrible, c'est que vous ne savez pas encore ce qu'il peut s'infliger à lui-même. Déjà, il met son corps sous anesthésiant avant le début d'un combat, ce qui lui permet de faire des choses particulièrement gore pour se guérir en un temps record. Ensuite, quand Yo aura brisé les jambes d'Elisa, oui, Faust combat en utilisant le squelette et le fantôme de sa défunte épouse, il lui offrira ses propres tibias et péronés en compensation et continuera le Shaman Fight en fauteuil roulant. Et quand il apprendra qu'il devra se trouver des alliés pour la suite du tournoi, c'est en désespoir de cause qu'il prendra Manta avec lui pour implorer Yo de rejoindre son équipe. Tout ça pour s'attendre Elisa.
Comme Ryu et Yo ne pourront pas faire équipe avec Lizurg comme c'était prévu, il y a une place vacante. Ensuite, Anna voit l'intérêt d'avoir un médecin dans son futur Onsen. Elle décide donc d'entraîner Faust dans l'équipe pour qu'il puisse de nouveau communiquer avec Elisa et rattraper un peu le temps perdu. En échange, Faust se montrera d'une loyauté infaillible et servira de médecin à toute la bande de Yo. Et en combat, pour compenser la perte de ses jambes, il utilisera les ossements de son chien comme jambes de substitution. Parce que c'est jamais assez glauque! Ren, pour sa part, fonde son équipe qu'il nommera Team The Ren, sans l'avis de ses coéquipiers, Orokyo Uzui, dit Oro, et Chocolove McDaniel. Débarrassons-nous de suite des évidences. Oui, ce personnage est dessiné avec un blackface. Oui, il a un nom en rapport au chocolat. Oui, son fantôme est celui d'un jaguar, renvoyant son utilisation de l'Oversoul au cliché de l'animalisation des noirs dans la fiction. Donc oui, c'est une représentation raciste. Est-ce que c'est assez pour dégoûter de lire la suite? Eh bien, comme l'auteur s'est inspiré de la Blaxploitation, un courant culturel des années 70, par les Afro-Américains, pour les Afro-Américains, pour lui écrire un background de qualité, on peut faire avec. Faut juste supporter les visuels. Le dessin animé de 2021 sur Netflix a eu le bon goût de gommer les aspects les plus gênants de son chara-design. Dans les deux adaptations, le doublage américain a aussi changé le nom de Chocolove en Joko, que je vais continuer d'utiliser pour ne pas fâcher les personnes concernées. Donc Joko, peut-être en rapport au mot joke, parce que Joko passe son temps à tester des blagues bizarres, parce qu'il veut guérir l'humanité avec le souffle du rire, comme le souhaitait son mentor. Joko a, comme d'autres membres du groupe de Yo, une origin story tragique. Enfant, il était devenu orphelin quand un cambrioleur a pénétré chez ses parents la nuit de Noël. How original. Envoyé dans un orphelinat, il a sombré dans la délinquance et le crime, devenant le principal gagne-pain d'une bande appelée les Shafts. Et c'est le soir de Noël qui devient le plus violent, allant jusqu'à tuer un pauvre père de famille attendu par ses enfants. Parent qui possédera alors sa fille pour participer au Shaman Fight avec son golem. Enfermé dans la délinquance, Joko ne doit son salut qu'à un chaman SDF nommé Orona, qui lui aura servi la blague la plus pourrie possible pour lui faire oublier ses peines. Et comme il a enfin pu voir Mick, le fantôme du jaguar, Orona en fera son apprenti. Avant de se faire abattre par les Shafts, que Joko sauvera de leur propre violence plutôt que de se venger, honorant ainsi la mémoire de son mentor. Durant la crise avec le golem, Joko sera tué et envoyé dans l'au-delà, où il gagnera un nouveau fantôme, un chaman inca nommé Pasquale Abage et 2 nouveaux Oversoul, avant de pouvoir être ressuscité. En plus de cela, Joko fera le choix de devenir aveugle, en pénitence pour le meurtre du père de Seram et Redzeb. Ces deux-là auront été suffisamment marqués par cet incident pour initier une réconciliation avec Joko. Et parce que... Anna. Oro, pour sa part, est désigné comme le plus faible de la bande, et le moins malin. Mais il n'est pas à la traîne pour autant. Déjà dans la série, il est capable de gérer seul 2 combats extrêmement tendus malgré sa prétendue infériorité, parce qu'il a bien appris la leçon précédemment reçue. Oro est un Ainu, le représentant d'une communauté d'Hokkaido que les Japonais ont réellement failli exterminer ou forcer à l'assimilation, avant de bénéficier d'une protection de l'ONU. Marqué par sa proximité avec la nature, considérée comme divine par son peuple, et confronté à l'expansionnisme des hommes, Oro est le membre de la bande de Yo le plus sensibilisé à la question environnementale. Son rêve est de créer un vaste champ de Fuki, une sorte de nénuphar terrestre, pour que puissent prospérer les esprits des Koropokel. Et son fantôme est, à première vue, l'une d'entre elles. Au combat, Oro peut profiter des pouvoirs de son esprit pour changer l'humidité ambiante en glace, et quand il lance une attaque, il s'offre le luxe d'incanter en langue Ainu. Remarque, Faust incante bien en allemand. À partir de là, on croirait avoir dit tout ce qu'il y avait à dire sur Oro. Mais il y a encore une chose à savoir. C'est un gros spoiler, donc si vous ne voulez pas savoir, sautez au timecode qui s'affiche juste ici. Si par contre vous vous en fichez ou que vous avez déjà lu la série, on continue. Enfant, il s'était lié d'amitié avec la fille d'un entrepreneur, venu construire un barrage dans sa région natale. Comme cet entrepreneur était détesté, elle a aussi été ostracisée en étant surnommée Dig. Et que plus tard, bien qu'amoureux d'elle, Orokyo Uzui aura, sans le vouloir et en suivant les injonctions de rejet de sa famille, provoqué sa disparition en plein hiver. Et pendant tout ce temps,
il ignorait que son âme était restée près de lui. Il y a quand même pas mal de femmes dans le frigo dans cette série. Cet événement explique aussi sa compréhension des rejetés comme avec l'ours Apollo. Il reste un dernier trio de personnages à aborder avant de se pencher sur le cas de Ao. Lizurg Dittel est un radiesthésiste, un chaman utilisant les techniques de détection basées sur le pendule. Ne vous fiez pas à son character design ni au fait que son fantôme, l'esprit d'une fleur de pavot, ait l'apparence d'une fée. Car oui, je suis un homme. Rendu orphelin par Ao, le fils de ce pastiche de Sherlock Holmes n'a qu'une idée en tête, la vengeance. Il participe au Shaman Fight avec la volonté de tuer Ao, même s'il se sait trop faible pour cela. D'abord mêlé au groupe de Yo, dont la ressemblance avec Ao le trouble plus que n'importe qui, Lizurg rejoindra finalement le groupe de fanatiques X-Laws, dirigé par Marco et sa protégée, qu'il a persuadé être une sainte vivante. Iron Maiden. Non, pas le groupe. L'instrument de torture. Maiden est une fillette de 11 ans désireuse de racheter les fautes du genre humain en s'enfermant à longueur de journée dans une vierge de fer, s'infligeant supplice après supplice. Le second effet qui se coule de frôler la mort régulièrement, c'est qu'elle est l'une des participantes au Shaman Fight à avoir une très grosse réserve de Foryoku, très pratique pour combattre avec un dieu de la justice mésopotamien. Oui, même les dieux sont des esprits que peuvent invoquer les chamans. Mais ce qui caractérise le plus Maiden, c'est qu'elle invoque des instruments de torture pour se battre et qu'elle a une vitesse d'exécution impitoyable. Et cerise sur le gâteau, elle s'appelle... Désolé, mais je vois trop de points communs avec Bayonetta pour ne pas faire de lien entre les deux franchises. Bien que Marco se montre un mentor assez brutal auprès de Lizurg, il accorde à ce dernier assez de confiance pour lui offrir un fantôme typique des X-Laws, un ange nommé Zelel. Oui, tous les anges ont des apparences de mecha à la Evangelion. Et non, ce ne sont pas de vrais anges, mais des fantômes de voitures. Je vous l'avais dit plus tôt, mais un objet qu'on a suffisamment chéri peut se voir doté d'une âme dans cette série. Marco était le directeur d'une entreprise de vente de voitures de luxe avant de reprendre la tête des X-Laws, après la trahison de son mentor Luckist. Le design de Zelel se base sur celui d'une Lotus Elise, tout comme l'ange Michael se base sur celui d'une Ferrari Testarossa, parce que Take Sensei est fan de voitures de luxe et qu'il en a 2 dans son atelier pour les références. Et enfin, la série compte l'un des antagonistes les plus intéressants qu'il m'ait été donné de découvrir dans un manga. Ao Asakura. Les mangas ont produit des méchants iconiques, des antagonistes qui brillent par leur cruauté, leur puissance ou encore leur backstory très travaillée. Ao brille plus ou moins à travers ces 3 éléments. Né un peu plus de 1000 ans avant le début de l'histoire, il vivait reclus avec sa mère, déjà la cible de rejet de la part de la société. Elle fut tuée par des brigands, sous l'injonction d'un prêtre corrompu. Ao sera marqué par cette expérience. Surtout parce que même étant un chaman, il n'a jamais pu revoir le fantôme de sa mère. Devenant par la suite un homme Nyoji de grand renom, il a assuré la fortune et le début de la dynastie Asakura. Mais depuis la mort de sa mère, il peut lire dans les pensées. Trop différent pour être perçu comme un égal des hommes, jamais il n'aura matière à leur faire confiance. Les seuls vrais amis qu'il avait étaient un esprit, Ohachiyo, qui aura fui effrayé de ce que devenait Ao, et un chat, Matamune. Et que peut faire un tel asocial misanthrope torturé? Tenter de devenir Shaman King pour anéantir l'humanité. Déjà à cette époque, même parmi les siens, il était vu comme maléfique. Et il le savait très bien. Ça n'a fait que le conforter dans sa détermination. Mais même après avoir été arrêté une première fois, Ao parvient à ressusciter 500 ans plus tard pour le Shaman Fight suivant. Il se sera réincarné chez les Paches, une tribu amérindienne qui organise le tournoi depuis ses débuts, volant l'un de leurs 5 grands esprits de la nature, Spirit of Fire. Plus puissant parce que son âme a lutté pendant 500 ans en enfer, Ao avait normalement toutes les cartes en main pour devenir Shaman King. C'est au cours de son intronisation qu'il sera cependant renvoyé en enfer par son descendant Yoken Asakura et le chat Matamune. 500 ans plus tard, nous retournons au début de l'intrigue quand il aura la surprise de naître avec un jumeau, qui aura donc hérité d'une fraction de sa puissance. Avec un total de 900 ans passés en enfer et toujours accompagné de son Spirit of Fire, Ao est plus puissant que jamais. Et en plus, il a réuni autour de lui une large équipe de fidèles.
à qui il aura dispensé ses enseignements et une partie de sa puissance. Des laissés pour compte et des victimes de persécutions, notamment pour sorcellerie, qui lui voueront une fidélité quasi absolue. Parce qu'il aura fait le tour du monde pour réunir son équipe, il a vu ce qu'est devenu le genre humain, ou plutôt ce qui n'a pas changé. Juste que l'échelle de destruction dont ils sont capables s'est bien élargie. Il est encore une fois conforté dans son choix de tuer les humains. Dans ce Shaman Fight, Ao écrase toute la compétition par sa puissance et par son influence. Ao ne peut pas perdre. Ao ne peut pas être approché. Ao ne peut pas être pris par surprise. Ao va inéluctablement devenir Shaman King. À tel point que certains organisateurs se sont aussi rangés sous sa bannière. Et qu'en dehors des combats officiels, quand Ao ne s'abreuve pas des âmes des vaincus pour se renforcer, ses sbires traquent les autres participants pour alimenter sa puissance. Même avoir des adversaires de la classe des dieux comme Maiden ou Sati ne suffira sans doute pas pour l'arrêter. Pourtant, c'est l'ennemi contre lequel il ne faut pas perdre. Sinon, c'est la fin de l'humanité, et de tout ce qu'elle peut avoir de positif, malgré les torts que Ao lui reproche à raison. Parce que c'est aussi ça, les combats dans Shaman King. Ce sont des oppositions de points de vue sur la vie, des expériences qu'on en tire et des débats philosophiques. L'autre chose qui rend Ao si particulier comme antagoniste, c'est sa proximité avec Yo, qu'il ne considère pas comme un ennemi. C'est son frère jumeau. Les deux ont la même personnalité détachée, et leurs points de vue sur la vie et le genre humain ne sont pas si éloignés. Mais à la différence de Ao, Yo a un ami humain, et sait qu'on ne peut pas tout leur reprocher. Yo a appris à faire la part des choses. Ao, lui, reste marqué par la mort de sa mère et ses expériences avec le genre humain. Et il en portera les séquelles pendant 1000 ans. Que ce soit en termes de personnalité, de puissance ou de pilier scénaristique, Ao brille. J'assume d'utiliser le mot philosophie, parce que je pense qu'il y est totalement approprié. Certes, certaines discussions font un peu philosophie de comptoir, mais les personnages, à travers le Shaman Fight et ce qu'ils veulent faire du titre de Shaman King, n'hésitent pas à se lancer dans de grandes tirades pour souligner en quoi leur point de vue semble justifié et ce que signifie le combat en cours pour eux. Comme déjà dit, l'un des éléments les plus décisifs dans un duel de chaman, c'est l'âme. En dehors des considérations chiffrées, plus le chaman est persuadé de la justesse de sa cause ou que son combat en vaille vraiment la peine, plus le combat est en sa faveur. Or, une âme qui doute ou qui vient à douter en plein combat signifie un chaman qui va perdre. Il y a d'autres considérations sur l'âme dans un combat, mais rien n'est plus jouissif que les affrontements qui opposent les points de vue sur le monde. C'est aussi pour ça que mon combat préféré est peut-être un de ceux de la nouvelle édition, le deuxième combat a opposé Marco à Lokist. Ça et le fait de porter du cuir à moitié à poil. Ils ont des expériences de vie différentes qui les amènent à nourrir des points de vue personnels sur la justice et le sens à lui donner. Lokist, persuadé de servir une justice marquée par sa foi chrétienne, a changé quand il a rencontré Ao et sa clique de sbires qui ont des points de vue différents sur le même sujet. À ses yeux, Ao n'était pas un ennemi de tous, mais quelqu'un qui sauve des laissés pour compte. Un peu comme Ryu et sa bande de furios à la recherche de leur best place. De son côté, Marco, qui avait modelé les X-Laws pour servir une justice personnelle, donc partisane, mais mis face à ses fautes et pardonné, aura finalement trouvé le sens qu'il veut donner au mot justice et qu'il rend indissociable du mot amour. Comme je le disais dans ma vidéo sur Beastars, une personne qui est suffisamment nourrie avec de l'amour aura tendance à en nourrir d'autres avec le même ingrédient, formant un cercle vertueux. Et que ceux qui vivent sans amour laissent la rancœur les consumer, au point de devenir dangereux pour les autres. Et que, toujours selon Marco, justice doit aller avec amour, et que c'est la seule arme pour arrêter Ao et le sauver de lui-même. Car oui, quitte à ne pas pouvoir empêcher Ao de devenir Shaman King, l'autre solution c'est de sauver son âme avec amour. Cette solution, elle avait déjà été envisagée par Yo, puisqu'il refuse de se résoudre à détruire définitivement l'âme de son frère damné. Comme Yo n'a pas pu convaincre ses amis que son intention est la bonne, c'est Marco qui achèvera de les convaincre. En particulier Lizurg qui, quelques chapitres avant, affirmait encore toute sa haine envers l'assassin de ses parents et son intention de le tuer. À ce stade du manga, proche de la fin de la série, environ 29e tome de la série initiale, on est très loin du début qui n'était pas aussi cérébral.
Ce côté philosophique est amorcé, sans doute pas intentionnellement, dans l'affrontement opposant Yo à Jun, puisqu'il est question de ne pas appliquer la solution toute bête de vaincre son adversaire pour gagner. Ce n'est jamais une solution satisfaisante à long terme, pour aucun des deux camps. Puis c'est au cours de l'affrontement entre Yo et Silva, 4e tome de la série initiale, que l'amorce philosophique est la plus palpable. Pendant que Yo galère contre l'organisateur, ce dernier lui fait la leçon sur ce qui différencie la connaissance de la sagesse, qu'il définit comme la capacité à faire émerger une réponse du néant. Tandis que la connaissance consiste à se reposer sur ses acquis sans vraiment progresser. En parallèle, Anna explique en quoi la motivation de Yo est, selon elle, la plus saine pour un aspirant Shaman King. Parce qu'un type qui veut le devenir pour sauver le monde, il le fait par orgueil, intentionnellement ou non. Or Yo n'est pas orgueilleux. Et à partir de là, tous les affrontements vont aborder les motivations et alimenter les réflexions. Oro veut sauver les Koropokel en créant un champ de Fuki. Pirika, la sœur de Oro, en veut à Yo de mettre les Koropokel en danger parce qu'il a battu son frère lors des matchs qualificatifs. Faust est prêt à tout pour ressusciter Elisa, motivée par son amour, au point de se changer en monstre. Et Ren est tenaillé entre les attentes de son père et ce qu'il est vraiment au fond de lui. Et en permanence, la série va s'enrichir avec différents débats. Ce qu'est la justice, ce que signifie la victoire et à quel prix elle est acceptable, la quête du bonheur et ce qui la différencie de la recherche des plaisirs faciles, l'être humain et sa responsabilité vis-à-vis de la nature, ce que cela implique de grandir, aussi bien en termes de capacité, de responsabilité que de limites, et surtout, Shaman King, avec ses histoires de fantômes, de mort, d'héritage et de passage du seuil, nous parle de notre propre rapport à la mort et au deuil partout dans le monde. Et donc de ce qui fait que la vie vaille la peine d'être vécue, car Shaman King, c'est surtout une ode à la vie. Si je devais garder un thème central à la série, ce serait sans doute celui-ci. Un autre point fort de la série en dehors de la philosophie, c'est sa collection d'easter eggs. Manta pourrait bien être une référence à Kitaro du cimetière, un autre manga de yokai, puisqu'il partage des traits communs avec ce personnage, dont la petite taille. Mais il y a des références à d'autres franchises tout au long du manga. Parfois c'est discret, comme Yoga des Chevaliers du Zodiaque, planqué dans les concurrents de la seconde phase du tournoi. Parfois un peu moins, comme ce bébé qui ressemble à Astro le robot. On a aussi le Gatai de Silva, qui est une référence au Gatai des séries de Super Sentai. Des anges motorisés qui font très mecha à mi-chemin entre Gundam et Evangelion. Un stand de JoJo's Bizarre Adventure, dont Take-sensei est un grand fan, au service d'un chaman qui se fait passer pour un vampire et qui est blond comme Dio Brando. Ryu, qui rappelle un peu Jotaro de la même franchise, en est d'ailleurs l'adversaire attitré. On a aussi ses enfants dans le flashback à Osurezan, qui organise des duels de toupies. Des références à la pop culture comme Bruce Lee, ou ce renard et ce tanuki qui ressemblent vachement à Ren et Stimpy. Depuis ma vidéo sur Nekogahara, je suis persuadé que Take-sensei est un fan de cette série perturbante de chez Nickelodeon. J'ai déjà parlé de Faust, de l'Ubu des Trois Royaumes, mais vous comprendrez que la liste est très loin d'être exhaustive, et ce ferait sûrement un bon jeu à boire. Cependant, la référence la plus flagrante, c'est sans doute celle du dernier arc de la série. La traversée des plantations pour atteindre le domaine du Shaman King. Yo et ses compagnons doivent traverser ensemble les 10 plantations gardées par les organisateurs, ce qui évite d'avoir à les affronter tous en même temps. Oui, c'est une référence assumée à la bataille du sanctuaire dans les Chevaliers du Zodiaque. Zéro débat. Les héros ont 15 heures avant l'éveil de Ao comme nouveau roi, et ils doivent tabasser des adversaires incroyablement forts l'un après l'autre dans une salle dédiée. J'ai déjà parlé de yoga, mais les références aux Chevaliers du Zodiaque ne s'arrêtent pas là. Lizurg, avec son pendule, son apparence efféminée et ses cheveux verts font énormément penser à Shun. Oro manipule la glace comme Yoga. Joko finit aveugle comme Shiryu. Le trope From Enemy to Friend de Ren fait penser entre autres à celui d'Iki. Je pourrais continuer longtemps sur les références aux Chevaliers du Zodiaque. Alors, pour abréger, Plaît-il? j'ai fait un bingo des références à la série de Kurumada, que vous pouvez retrouver sur Blue Sky, lien en description. J'aurais pu faire une manga analyse qui rend honneur à Shaman King sans parler du style graphique, mais elle n'aurait probablement pas été complète. Et le truc, c'est que ce style change pas mal au cours de la série. C'est le propre des mangas qui durent sur plusieurs années.
Avec le temps, l'évolution du scénario, les conditions de travail et les aléas au classement du vote des lecteurs, les remises en question se font aussi sentir à ce niveau. On peut séparer l'évolution du style en 4 périodes. Ce que je vais dire à présent est à prendre avec des pincettes puisque bien sûr, la plupart des planches ont été retravaillées durant cette réédition. Et donc que ces 4 périodes sont un peu plus réharmonisées que lors de la toute première édition. Les débuts, avec un tracé en rondeur parfois cartoonesque, comme on le voyait à l'époque dans le Jump, ce qui rapproche visuellement Shaman King de One Piece, Take Sensei avait un style marqué par des corps qui tirent vers le Super Deformed, ou SD, avec une accentuation de la taille de la tête, des mains et des pieds, dont les formes complexes sont simplifiées avec des motifs relativement géométriques. C'est aussi la période où l'humour est la plus présente. Le style évoluera progressivement vers quelque chose de plus anguleux. On reconnaît toujours les designs des débuts, avec des traits plus acérés permettant de souligner la tension des combats. C'est assez subtil dans l'évolution. Ça commence par des détails, comme les mèches de cheveux, puis on s'en rend mieux compte avec les changements de proportion des extrémités du corps. Ça intervient surtout autour du combat contre Boris Tepes, donc dans le 6e tome de la réédition. Le ton sérieux se renforce, le style graphique l'accompagne qui devient plus rigide. Une 3e période arrive peu de temps après la crise avec le golem, plus exactement avec l'entraînement aux enfers de Yo et ses amis. Comme j'ai conservé les tomes de cette période, ce sera celle où je vais être le plus sûr de ce que je dirai. Et que c'est la période où on retrouve le meilleur et le moins bon du style graphique. Déjà, je dois rappeler un fait. Mangaka est un métier d'assisté. Pas au sens où le professionnel est grassement mis à l'abri du besoin, mais au sens où il s'entoure d'une équipe qu'il doit payer pour le décharger d'autant de travail que possible pour boucler les dates butoirs de l'industrie du manga. J'ignore si c'est la méfiance à analyser des œuvres potentiellement faites avec de l'IA sur les réseaux sociaux qui a changé mon approche, mais à force de lire, je finis par voir un décalage entre les personnages, qui relèvent clairement du travail de Take Sensei, et les décors confiés aux assistants. Le dessin des personnages est une synthèse du travail du mangaka, avec l'utilisation de formes géométriques comme base pour lire les silhouettes, tandis que les décors ont, dans plusieurs cases, un style de finition très poussé. Je dirais même qu'on pourrait attribuer à un des assistants anonymes tout le travail sur le rendu de la pierre, et que le travail sur les végétaux pourrait être attribué à un autre assistant, voire à 2. Il suffit de voir comment certains arbres, dans certaines cases, sont ombrés, tantôt avec une technique en pointillé, tantôt avec des hachures pour coller au plus près du style du mangaka, et par moments, on retrouve carrément du recyclage de cases. Mais ça, à la rigueur, ça se justifie. Ici, c'est pour replacer l'action à un lieu en particulier, et là, c'est pour montrer la vitesse d'action de Yo, quand le temps paraît suspendu pour elle. Mais reste que les décors poussés ressortent parfois trop par rapport aux personnages, si bien qu'il a fallu trouver un équilibre, et ça a été de limiter l'utilisation des décors à l'essentiel, de même que l'utilisation des trames, sans doute encore à découper et coller directement sur les pages produites avec une méthode analogique. Dans beaucoup de cases, surtout des dialogues, on limite les rappels au décor pour ne pas oublier que la scène se passe dans un lieu précis, tout en gagnant du temps. Et quand c'est le décor qui doit être mis en avant, ce sont les personnages qui s'effacent, un peu comme les Oversoul, qu'on a appris à connaître et reconnaître, et qui n'ont plus besoin d'être aussi détaillés. On pourrait dire de même du changement de costume de certains personnages, uniquement motivé par cette question de simplification de l'image. Ça se voit avec Lizurg et sa nouvelle cape noire, mais aussi particulièrement avec ce sbire de Ao, Mathilda Matisse, qui troquera sa salopette pour une culotte bouffante et une grande cape noire aussi. Je crois ne pas me tromper en disant que c'est la période où le mangaka commençait à entrer en état de fatigue chronique, dû au fait que sa série lui prenait toute son énergie. Une seconde, ce n'était pas aussi pendant la réalisation d'Exotica. Ça se ressent un peu aussi dans le scénario et la façon dont les 5 guerriers, Yo, Ren, Ororo, Joko et Lizurg, se retrouvent tous miraculeusement à participer à la dernière phase du Shaman Fight, alors qu'une seule de ces 3 équipes devait arriver parmi les finalistes. Au passage, ça fait qu'on se rend compte que la force de ce manga, graphiquement parlant, tient plus dans la mise en scène des dialogues, qu'on a toujours plaisir à lire, mais moins de ces scènes d'action. On a quelques plans et situations plaisantes, voire badantes, mais jamais de combats chorégraphiés sur plusieurs chapitres comme dans un One Piece ou un Dragon Ball. Sauf le duel entre Yo et Team The Ren, mais c'était le dernier combat qu'on pouvait espérer voir remplir ce contrat. Et enfin, le style graphique post-Ultimo, où Take Sensei a entamé sa transition au dessin numérique et où les détails sont plus fournis, et qui évidemment concerne les derniers chapitres, ceux de l'ultime combat entre Marco et le Kist et les chapitres bonus.
Enfin, les chapitres bonus de l'édition Star, parce que la chanson de Fumbari elle était déjà dans la première édition. Ce qui est le plus marquant dans tout ça, c'est l'efficacité du chara design, car malgré les changements de style, les personnages, bien que dessinés de manière différente entre le début et la fin de la série, sont toujours identifiables et constituent le même ADN de la série. Mais il y a un bémol, Joko gardera un blackface. Comme vous l'avez constaté au cours de cette longue vidéo, Shaman King est une série riche et complexe qui sort du lot en tant que shonen neketsu et dont je n'ai clairement pas dit tout ce qu'il y avait à dire, notamment sur les aspects religieux, le fonctionnement de la tribu Pache qui organise le tournoi, ou encore comment les extraterrestres s'insèrent à merveille dans l'univers de la série. Faut dire après les fantômes. Le manga est d'ailleurs tellement riche que j'ai eu du mal à définir ce qui faisait qu'il ressortait clairement du lot. Je dirais qu'il brille surtout par un héros atypique, que ce personnage et ses amis lors de leur combat confrontent aussi bien leur motivation que leur vision de la vie, et que duels comme interactions sociales les font évoluer pour devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. Et pas juste en termes de puissance, je parle surtout d'évolution psychologique. Et c'est ce genre de neketsu que j'adore lire. C'est d'ailleurs parce que ces personnages évoluent que j'ai beaucoup de mal avec des séries qui ne font pas le même effort, notamment Dreamland qui enferme ses personnages dans des cases dont ils ne bougeront pratiquement pas, et que celles qui font le même effort, comme Beastars ou Radiant, me parlent beaucoup plus. Shaman King a été, et est toujours aujourd'hui, une pierre angulaire dans mon expérience des mangas, qui n'a pas brillé aussi longtemps ou intensément que One Piece, Dragon Ball, Naruto ou Jojo Bizarre Adventure, mais l'a fait si intensément qu'une poignée d'hurluberlus comme moi en ont parlé et continueront d'en parler à l'avenir. Merci à vous d'avoir eu la force d'aller au bout de cette 10e manga analyse. Comme toujours, si vous souhaitez faire grandir la chaîne pour faire de moi un chaman de la classe des dieux, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce vers le haut et réciter vos prières et litanies dans l'espace commentaire. Peut-être même que vous percevrez une réponse divine. En attendant, je vais aller récupérer mon Furyoku dépensé dans cette vidéo parce que je vois que cela est bon. Et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien!